Dans un recoin tranquille de Paris, là où le clapotis régulier du fleuve apaise les passants et où les péniches défilent lentement comme des souvenirs flottants, se trouve un petit restaurant sans prétention, niché au bord de la Seine. Ni grand, ni décoré avec faste, il respire pourtant une chaleur simple, une familiarité rare dans la ville du luxe. Les nappes sont en coton blanc usé, les chaises en bois grincent parfois, et les menus plastifiés portent les marques du temps. C'est là que travaille Claire, une jeune femme de 25 ans, fine, brune, aux yeux attentifs et à la voix douce, qui, depuis 3 ans, accueille les clients avec une politesse naturelle et un sourire sincère. Claire n'est pas née dans le confort. Élevée par sa mère, veuve depuis que Claire avait 7 ans, elle a grandi dans un petit appartement du 19e arrondissement, sans excès, mais sans plainte. Sa mère, femme de ménage dans différents bureaux de la ville, lui a enseigné la valeur du travail bien fait et la dignité dans les gestes simples. Les études de Claire n'ont jamais dépassé le lycée, faute de moyens, mais elle n'a jamais laissé son esprit se faner. Le soir, après le service, elle lisait des livres trouvés dans les marchés aux puces ou échangés dans les boîtes à livres du quartier. Sa passion secrète, l'anglais. Elle l'a appris seule, en écoutant des vidéos sur Internet, en recopiant des dialogues de films et en récitant à voix haute des passages de romans d'occasion, usés par les mains d'inconnus. Ses collègues la respectent, pas seulement pour sa gentillesse ou sa ponctualité, mais parce qu'elle semble voir plus loin. Claire ne parle pas beaucoup de ses rêves, mais chacun sait qu'elle n'est pas faite pour servir des cafés toute sa vie. Il y a dans son regard une lumière calme, une ambition discrète mais solide. Elle connaît les clients réguliers par leur prénom, se souvient de leurs préférences et devine souvent ce qu'ils vont commander avant même qu'ils ne parlent. Pour les touristes, elle est cette Parisienne idéale, polie, attentive et parfois même capable de donner des conseils sur les endroits à visiter, dans un anglais impeccable qui surprend toujours. Le restaurant n'est jamais plein, mais les habitués y trouvent un refuge. Certains viennent pour lire, d'autres pour bavarder ou simplement regarder le fleuve. La patronne, une femme ronde et pragmatique nommée Monique, apprécie Claire comme une fille. Elle lui confie souvent la caisse, les commandes importantes et même la formation des nouvelles recrues. Monique sait que Claire ne restera pas éternellement, mais elle espère secrètement que, d'une manière ou d'une autre, la jeune femme trouvera sa voie sans trop s'éloigner. Ce jour-là, un mardi matin d'automne, l'air était humide et le ciel chargé de nuages lourds. La pluie tombait doucement sur les pavés, créant une musique de fond presque apaisante. Claire était arrivée avant l'ouverture, comme toujours, les cheveux attachés en chignon et une écharpe nouée autour du cou. Elle avait allumé les lumières, vérifié les réserves et installé les premières tables. Les clients du matin commencèrent à arriver vers 8h30. Un vieil homme qui lisait Le Monde en trempant son croissant dans le café noir, une étudiante nerveuse préparant une présentation, un couple de retraités allemands qui s'amusaient à deviner les mots français. Tout semblait suivre le cours habituel. Claire prenait les commandes avec efficacité, discutait brièvement avec chacun, remplissait les verres d'eau, riait parfois doucement à une plaisanterie maladroite. Le service du matin s'annonçait calme, sans urgence ni incident. Et pourtant, une impression étrange persistait dans l'air, une tension subtile, comme si quelque chose d'imprévu allait bouleverser l'équilibre familier de ce petit monde. À 11h, alors que Claire essuyait le comptoir en attendant le premier client du déjeuner, elle aperçut une silhouette inhabituelle s'approcher de l'entrée. Un homme grand, droit, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté, des chaussures brillantes comme des miroirs, et un manteau élégant porté négligemment sur l'épaule. Il portait une montre brillante et un sac en cuir souple qu'il posa avec soin près de l'entrée. Son visage fermé, presque sculptural, était encadré par des cheveux châtains tirés en arrière. Il regarda autour de lui, visiblement peu impressionné par le décor. Claire s'avança, instinctivement attentive. Elle n'avait jamais vu cet homme ici auparavant. Il semblait appartenir à un autre monde, à ces bureaux de verre du 8e arrondissement, à ces réunions où l'on parle en chiffres et où le temps se mesure en contrats. Pourtant, le voilà planté dans ce restaurant modeste au bord du fleuve, observant les lieux comme on examine un objet ancien sans grande valeur. « Bonjour, monsieur », dit-elle poliment. « Vous souhaitez déjeuner ?» L'homme répondit par un hochement de tête bref. Sa voix, lorsqu'il parla, avait un accent britannique prononcé. « Une table au fond, si possible. » Claire lui désigna une place près de la fenêtre, d'où l'on voyait la Seine glisser lentement.
Il s'assit, sortit un téléphone de luxe de sa poche et commença à taper un message avec une rapidité agacée. Claire lui tendit la carte sans attendre de sourire en retour. Elle sentit immédiatement que cet homme ne se laisserait pas apprivoiser par la chaleur du lieu, mais elle ne s'en formalisa pas. Après tout, les jours comme celui-ci ne manquaient pas. Elle retourna au comptoir, jetant un coup d'œil discret. Quelque chose dans la posture de cet homme, dans son regard dur et distant, annonçait des complications. Mais Claire n'était pas du genre à reculer devant l'arrogance. Elle prit une profonde inspiration, ajusta son tablier et se prépara à prendre sa commande. La pluie s'était intensifiée en fin de matinée, martelant doucement les vitres du restaurant, comme une rumeur persistante. À l'intérieur, l'ambiance restait feutrée. Entre les cliquetis de couverts, les murmures polis et les allées et venues mesurées de Claire et de ses collègues. Le calme était presque monotone, régulier comme les battements d'un cœur tranquille. C'est dans ce cadre précis, presque figé, que l'irruption de Thomas Harrington trancha comme une lame froide dans du velours tiède. Il franchit la porte d'un pas assuré, secouant à peine les épaules malgré l'humidité qui imprégnait son manteau. À sa suite, un homme plus jeune, vêtu d'un costume également coûteux mais moins bien porté, peinait à suivre son rythme. Thomas jeta un regard circulaire à l'intérieur du restaurant et ce seul balayage visuel suffit à marquer sa désapprobation. Il y avait, dans la manière dont il fronça légèrement les sourcils, une sorte de mépris calme, comme si ce lieu n'était qu'un arrêt regrettable dans son itinéraire, une erreur à corriger vite. Claire, qui rangeait quelques verres derrière le comptoir, croisa son regard une fraction de seconde. Il n'y avait ni chaleur ni intérêt dans ses yeux, seulement une attente sèche, une commande tacite. Faites vite. Elle n'était pas du genre à juger hâtivement les clients. Elle en avait vu de toutes sortes, mais cet homme-là dégageait quelque chose de différent. Pas de la rudesse, pas seulement de l'arrogance. Une indifférence glaciale, comme s'il avait appris très tôt à ne plus voir ceux qui n'étaient pas utiles à ses ambitions. « Bonjour, messieurs », dit-elle en s'approchant. « Une table pour deux ?» Thomas ne prit pas la peine de répondre. Il se contenta de hocher la tête sans la regarder, puis désigna du menton une table près de la baie vitrée, la plus éloignée des autres clients. L'autre homme, visiblement un assistant ou associé subalterne, le suivit sans un mot. Claire les mena jusqu'à la table en silence, posant les cartes avec soin. « Je vous laisse quelques instants, dit-elle calmement. Mais Thomas leva la main presque immédiatement. « Nous n'avons pas quelques instants, nous commandons tout de suite. » Son français, bien que correct, avait un accent net et un ton autoritaire. Claire ne se laissa pas désarçonner. Elle hocha simplement la tête, carnet en main, attendant la suite. Il fit un geste bref vers son compagnon, comme pour lui dire de s'exécuter. L'autre homme commanda rapidement un plat du jour, visiblement préparé à cette dynamique hiérarchique. Puis Thomas prit la parole à son tour. Une entrecôte, saignante, sans sauce, haricots verts à part, et un verre de vin rouge, un Saint-Émilion, pas autre chose. Il referma la carte d'un claquement sec, sans un regard pour Claire. Elle nota calmement, remerciant d'un ton neutre, puis repartit vers le comptoir. Ce genre de client, elle en avait déjà servi, mais rarement avec une telle condescendance manifeste. Ce n'était pas tant ce qu'il avait dit, mais ce qu'il n'avait pas dit, cette manière de l'ignorer délibérément, de la considérer comme une simple interface de service, une pièce du décor. De retour derrière le comptoir, elle vit qu'il sortait un ordinateur portable, l'installait sans gêne sur la table, tandis que son collègue tentait de suivre la conversation. Il parlait vite en anglais, croyant sans doute que personne autour ne les comprenait. Thomas donnait des instructions, dictait des chiffres, rejetait des propositions. Il parlait de contrats à renégocier, de pertes à absorber, de partenaires à recadrer. Le ton était sec, direct, sans appel. Claire, qui nettoyait un plateau tout en gardant une oreille attentive, comprenait chaque mot. Elle ne cherchait pas à écouter, mais il parlait fort, sans souci d'intimité. « We should have never invested in that firm. Next time I want a detailed report before lunch, not during it. Is that clear? » Le jeune homme acquiesçait nerveusement, prenant des notes. Claire ressentit un léger pincement de malaise, pas à cause du contenu de la conversation, mais de la brutalité froide avec laquelle elle était menée. Il n'y avait là ni respect ni patience, seulement une volonté de contrôle, une pression constante. Quelques minutes plus tard, elle apporta les plats avec sa discrétion habituelle. Thomas ne leva même pas les yeux lorsqu'elle déposa l'assiette devant lui. Son compagnon murmura un remerciement. Claire s'éloigna sans un mot,
Mais elle sentit encore, dans son dos, le poids de ce regard qui ne voyait rien. Ce fut lorsqu'elle revint remplir leur carafe d'eau que la scène suivante se produisit. Tom, en plein échange avec son interlocuteur, se pencha légèrement et dit d'un ton que l'on croyait privé. « I can't believe people like her still exist. No ambition, no future. » Il rit doucement, presque pour lui-même. L'autre homme eut un sourire embarrassé, jetant un coup d'œil furtif vers Claire. Elle, pourtant, ne broncha pas. Elle venait de comprendre chaque mot. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Ses joues s'embrasèrent un instant, mais elle resta droite. Elle ne se retourna pas, ne montra aucun signe, mais dans son esprit, la phrase tournait en boucle. Elle entendait encore les mots, leur ton méprisant, leur certitude froide. Ce n'était pas la première fois qu'on lui lançait ce genre de jugement, mais jamais avec une telle assurance que personne ne comprendrait. Comme si son existence même n'avait pas de valeur, comme si son rôle ici n'était que le reflet d'un échec personnel. Il ne savait rien d'elle, ni de ses efforts, ni de ses choix, ni de son histoire. Et pourtant, en une phrase, il l'avait jugée entièrement, avec cette supériorité tranquille propre à ceux qui n'ont jamais eu besoin de se battre pour être respectés. Claire termina le service comme à son habitude. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Le silence autour de cette table semblait plus pesant. L'odeur de la pluie mêlée au vin rouge n'était plus apaisante. Elle sentit une tension nouvelle monter en elle. Non pas de la colère, mais un feu ancien, familier, celui qui lui avait appris à se lever chaque jour sans attendre qu'on la remarque. Elle savait qu'il reviendrait à la charge. Ce genre d'homme ne s'arrête jamais à une seule pique. Et elle saurait être prête. Le repas avançait dans une ambiance faussement sereine. À la surface, tout semblait maîtrisé. Le vin coulait dans les verres, les fourchettes effleurèrent les assiettes dans un rythme lent, les voix restèrent basses. Pourtant, à la table du fond, là où Thomas et son collaborateur étaient installés, l'air s'était alourdi. Il ne s'agissait pas de la pluie ni de la chaleur humaine du service de midi, mais de cette tension feutrée que seuls les orgueilleux parviennent à instiller dans un lieu qui leur paraît inférieur. Thomas parlait encore, plus doucement, mais avec la même dureté. Claire s'approcha de la table à pas mesurés. Elle tenait son carnet ouvert, prête à noter un éventuel dessert ou un café. Son visage ne trahissait rien, ni émotion, ni agacement. Elle avait appris à se faire transparente quand nécessaire, à écouter sans paraître attentive, à exister dans les marges de l'espace qu'elle servait. Mais cette fois, elle savait qu'elle ne se contenterait pas d'effacer ce qu'elle venait d'entendre. Elle se tenait à distance raisonnable, et pourtant suffisamment proche pour capter chaque mot échangé. Thomas releva à peine les yeux vers elle. Il poursuivait la conversation avec un ton détaché, presque moqueur. Il se pencha vers son interlocuteur, et comme pour clore une réflexion sur le personnel ou sur le lieu, Claire n'en sut jamais exactement le contexte, il lança en anglais, sans se soucier du volume de sa voix. « It is honestly depressing. I can't believe people like her still exist. I mean, no ambition, no future. » Il eut un sourire en coin et lâcha un ricanement bref, sûr de lui. Son collègue esquissa un rire gêné, sans rien ajouter. Thomas, quant à lui, reposa son verre avec une lenteur satisfaite, persuadé d'avoir livré une évidence partagée. Il ne la regarda même pas. À ses yeux, Claire n'était qu'un décor, une main utile, un nom de moins. Quelqu'un de trop petit pour comprendre ou réagir. Mais Claire avait tout compris. Chaque mot, chaque nuance. Elle avait entendu des commentaires dans sa vie, des critiques, des jugements silencieux. Mais cette fois, le mépris était articulé, net, formel. Il n'était pas seulement pensé, il était dit, avec une assurance brutale. Il ne s'attendait pas à être compris, et c'était là toute la cruauté du geste. Ce n'était pas une insulte prononcée sous le coup de la colère. C'était un verdict, une sentence tranquille, rendue dans une langue qu'il croyait étrangère à tous ici. Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Pas de colère encore, mais une sorte de brûlure dans la poitrine, un mélange de honte imposée et de fierté blessée. Elle regarda fixement son carnet pendant quelques secondes, comme si elle devait se rappeler pourquoi elle était venue. Puis, d'un geste automatique, elle referma le petit calepin et dit simplement, d'un ton parfaitement neutre, « Rien d'autre, messieurs ?» Le jeune homme secoua la tête. Thomas ne répondit pas. Il consultait son téléphone avec cette distraction hautaine, propre aux hommes de pouvoir. Claire se retourna et repartit vers le comptoir, ses pas toujours aussi mesurés. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillonnait. Le feu n'était pas visible, mais il se nourrissait de chaque mot qu'elle avait entendu,
de chaque ricanement étouffé, de chaque silence complice. Elle se posta derrière le bar, feignant de réorganiser des couverts. Elle observait la salle d'un œil calme. Tout autour, les clients continuaient à parler, à manger, à vivre dans leur monde. Personne n'avait remarqué la phrase. Personne n'avait compris. C'était une humiliation silencieuse, invisible, et c'est précisément cela qui la rendait si puissante et si insupportable. Claire repensa à tous les soirs passés à lire des livres en anglais, à répéter des phrases devant un miroir, à chercher des mots dans le dictionnaire. Elle repensa aux heures de solitude, aux exercices de prononciation, aux séries regardées sans sous-titres, tout cela pour pouvoir, un jour, traverser des frontières invisibles. Elle n'avait pas appris l'anglais pour servir, elle l'avait appris pour rêver, pour s'offrir la possibilité d'un ailleurs. Et voilà que cette compétence qu'elle avait cultivée en silence devenait l'outil de son humiliation. Mais une autre pensée germait lentement. Ce que Thomas ignorait, c'est qu'il avait allumé une mèche, que ces mots pensés comme définitifs allaient y connaître une suite. Il croyait avoir prononcé une vérité cruelle, impunie, mais il avait sous-estimé celle qu'il avait tenté d'écraser d'un trait verbal. Il avait parlé sans voir, et surtout sans imaginer être entendu. Claire ne dit rien pour le moment. Elle continua son service, rendit la monnaie à un autre client, réorganisa quelques couverts et apporta un café à une table voisine. Ses gestes étaient précis, ses paroles mesurées. Mais dans son esprit, chaque mot de Thomas résonnait comme un écho qu'elle ne voulait pas laisser mourir dans l'oubli. Elle n'avait pas encore décidé de sa réponse, mais elle savait qu'elle viendrait et qu'elle serait à la hauteur. Thomas, lui, ne s'en souciait pas. Il demanda l'addition d'un ton bref, jeta quelques billets sans attendre la monnaie et quitta les lieux avec son collègue, leur conversation déjà recentrée sur un dossier en cours. Il n'eut même pas un dernier regard vers la salle, encore moins vers Claire. Il croyait sans doute avoir vécu un déjeuner sans incident, comme tant d'autres, un passage sans conséquence. Mais pour Claire, ce déjeuner venait de marquer un tournant, pas à cause d'une insulte, mais à cause de ce qu'elle symbolisait, une barrière entre deux mondes, entre ceux qui jugent sans connaître et ceux qui avancent en silence. Et pour la première fois, elle envisagea de ne plus se taire. Le lendemain, le ciel de Paris avait la même teinte grise, comme si la ville refusait de tourner la page. La pluie s'était arrêtée, mais l'humidité persistait dans l'air, rendant les trottoirs glissants et les humeurs incertaines. Au restaurant, la routine reprit son cours. Les tables furent dressées, le café préparé, les premiers clients servis sans incident. Claire, comme à son habitude, se montra attentive, professionnelle, présente mais discrète. Pourtant, derrière ces gestes méthodiques, une tension latente couvait. Elle n'avait pas raconté l'épisode de la veille à ses collègues, ni les mots que Thomas Harrington avait prononcés, ni le mépris dont il avait fait preuve. Elle n'avait besoin ni de pitié, ni de colère étrangère. Elle voulait digérer seule l'affront, décider seule de ce qu'elle en ferait. Aux alentours de midi, le rythme du service s'intensifia. Le brouhaha familier des conversations se mêla au tintement des assiettes et au frottement des chaussures sur le carrelage légèrement humide. Claire jonglait entre les tables avec efficacité, tout en gardant, malgré elle, un œil sur l'entrée. Elle ne s'attendait pas forcément à revoir Thomas, mais une partie d'elle restait en alerte, comme si le chapitre précédent appelait une suite inévitable. Et puis à 12h30, la porte s'ouvrit avec cette précision sèche qu'elle commençait à reconnaître. Il entra, seul cette fois, toujours vêtu avec soin, dans un costume foncé qui ne laissait rien au hasard, avec une écharpe en cachemire soigneusement ajustée et un téléphone à la main. Son regard balaya brièvement la salle. Il ne semblait ni pressé ni détendu, simplement concentré sur quelque chose d'extérieur. Claire l'observa à la dérobée, sans se précipiter. Elle laissa Monique, qui passait derrière elle, l'accueillir d'un signe de tête. Il demanda une table pour une personne, d'un ton plus calme que la veille. Monique, qui ne se souvenait pas de lui, le guida vers la même table près de la baie vitrée. Claire, elle, sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle n'avait pas oublié ce qu'il avait dit, et elle savait qu'il ne se doutait toujours de rien. Lorsqu'elle s'approcha pour prendre sa commande, elle sentit le regard de Thomas se poser sur elle, cette fois avec une lueur de reconnaissance. Pas un sourire, mais une légère hésitation dans son expression. Il semblait se rappeler son visage. « Vous prendrez la même chose qu'hier » demanda-t-elle en français. Il releva les yeux, surpris. Son regard s'attarda sur elle un instant de plus.
comme s'il tentait de comprendre ce qu'elle savait ou ne savait pas. Puis, haussant les épaules, il répondit « Non, cette fois, ce sera un magret de canard s'il est encore disponible, et un verre de Châteauneuf-du-Pape. » Claire nota la commande d'un geste sûr, mais avant de se retourner, elle ajouta d'un ton parfaitement neutre « Très bon choix. » Elle partit sans un mot de plus, mais son esprit bourdonnait. Elle savait ce qu'elle avait entendu, et elle savait que tôt ou tard, elle aurait besoin de dire quelque chose. Pas pour se venger, mais pour rétablir un équilibre, pour ne pas laisser ses mots, jetés comme des déchets, salir ce qu'elle était et ce qu'elle construisait. Peu après, elle revint avec le plat. Elle le déposa devant lui avec soin. Il la remercia brièvement sans lever les yeux. À ce moment-là, alors que la salle était presque pleine, que les conversations allèrent bon train, que personne ne prêtait attention à eux, il leva soudain la voix. Pas beaucoup, mais juste assez pour que ceux à la table voisine entendent. Son ton était agacé et son regard s'arrêta droit sur Claire. « Je vous ai demandé le magret bien rosé. Celui-ci est trop cuit. Est-ce si compliqué de respecter une simple consigne ?» Le silence ne fut pas total, mais il se produisit une infime suspension du bruit. Un des serveurs, qui passait non loin, s'arrêta sans vraiment s'arrêter, prêt à intervenir. Monique leva les yeux de la caisse. La table voisine se tut un instant. Claire, elle, resta parfaitement droite. Elle regarda Thomas sans ciller. Elle savait que ce n'était pas une erreur. Le plat avait été préparé correctement. Elle l'avait vérifié elle-même. Ce n'était pas une critique culinaire. C'était une tentative de domination. Une manière de la rabaisser, de rappeler à tous, mais surtout à elle, où il pensait être dans l'échelle sociale. « Souhaitez-vous que je le fasse refaire ?» demanda-t-elle, toujours aussi calme. Il la fixa un moment, hésitant peut-être à aller plus loin. Puis il haussa les épaules, comme s'il ne voulait pas perdre de temps, et répondit « Laissez tomber. Ce n'est jamais parfait ici, de toute façon. » Cette fois, plusieurs clients tournèrent la tête. Ils n'avaient pas tous compris l'échange, mais le ton, lui, était universel. Une cliente âgée fronça les sourcils. Un jeune homme, à l'autre bout de la salle, murmura quelque chose à son ami. Monique se leva de derrière le comptoir, prête à intervenir. Mais Claire fit un signe discret de la main. Elle gérait. Elle retourna en cuisine, sans précipitation. Mais dans sa poitrine, la pression montait. Ce n'était plus seulement une question d'orgueil blessé. Il s'agissait maintenant de dignité. Elle pouvait encaisser des remarques, des mauvais jours, des clients exigeants. Mais elle ne laisserait pas un homme transformer un service banal en une scène d'humiliation gratuite, surtout après ce qu'il avait osé dire la veille. Lorsque Thomas termina son plat, malgré ses critiques, et commença à replier sa serviette, Claire comprit que le moment approchait. Il allait se lever, partir sans un mot comme il l'avait déjà fait. Et elle, cette fois, ne le laisserait pas faire. Pas sans réponse. Pas sans qu'il sache qu'elle avait tout entendu. Le bruit des couverts se mêlait au frottement discret des serviettes de table qu'on replie, au murmure des clients qui s'apprêtaient à repartir, à ce fond sonore régulier qui rythme le service d'un midi parisien. Dans cet équilibre fragile, chaque geste, chaque mot, chaque silence semblait millimétré. Et pourtant, Claire savait que quelque chose allait rompre cet agencement. L'atmosphère, déjà tendue par les remarques déplacées de Thomas, venait d'atteindre un seuil invisible. Il était temps de ne plus reculer. Elle l'avait entendu, elle l'avait supporté, elle avait répondu par le professionnalisme. Mais cette dernière pique, lancée froidement devant des clients, avait franchi la ligne. Thomas se leva, saisissant son manteau d'un geste sec. Il jeta un regard circulaire comme pour évaluer l'endroit une dernière fois. Claire s'approcha de lui avec la note dans les mains, le regard fixé, le pas sûr. Elle ne tremblait pas. Elle ne souriait pas. Elle ne jouait pas le rôle de la serveuse conciliante qu'il semblait vouloir modeler. Elle était là, droite, silencieuse, mais en alerte. Il prit le ticket sans un mot, sortit quelques billets de sa veste, les glissa sur la table, puis se tourna pour partir. C'est à ce moment précis que Claire, d'un ton clair, posé et parfaitement audible, prononça la phrase qui arrêta le temps. « Maybe people like me don't have your money, but we have dignity. Something you clearly left in London. » La phrase coupa net la rumeur ambiante. Le silence fut immédiat, tranchant, comme si l'air lui-même s'était figé. Un couple assis non loin se figea, les yeux grands ouverts. Une femme qui parlait à son téléphone suspendit sa phrase. Même les collègues de Claire, qui ne comprenaient pas l'anglais aussi bien qu'elle, sentirent le poids de la déclaration. Le ton était sans agressivité, mais ferme. Les mots étaient simples,
mais porteur d'une force irréfutable. Il n'y avait aucune hésitation, aucun tremblement, juste une vérité nue, balancée comme un miroir tendu au visage de Thomas. Ce dernier s'immobilisa. Son dos restait tourné à Claire, mais son corps tout entier se crispa. Lentement, il se retourna. Son regard, d'abord confus, se mua en surprise totale, puis en quelque chose de plus rare chez lui, la perte de contrôle. Il la fixa, sans parler, comme s'il doutait de ce qu'il venait d'entendre. Puis, réalisant que la salle entière l'observait désormais, il tenta un sourire crispé, une contenance, mais rien n'y faisait. Le silence persistait. « Excuse-me » lâcha-t-il enfin d'un ton incertain. Claire ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de répéter. Ce qui avait été dit résonnait encore entre les murs. Thomas avait compris, pas seulement les mots. Il avait compris qu'elle l'avait entendu la veille. Il avait compris qu'elle parlait sa langue. Et surtout, il avait compris qu'il n'était plus en terrain conquis. Il se tenait là dans ce restaurant qu'il avait méprisé, devant une jeune femme qu'il avait rabaissée. Et soudain, il n'avait plus le contrôle. Un léger mouvement à droite fit écho à ce moment suspendu. Un homme assis seul près de la vitrine hocha la tête en silence, visiblement impressionné. Une cliente à l'autre bout du restaurant, probablement anglophone, murmura un discret « well said ». Ces réactions, bien que discrètes, suffirent à Thomas pour mesurer l'ampleur du coup. Il venait de perdre la face. Pas dans une salle de réunion, pas dans un article de presse économique. Ici, dans un lieu qu'il n'aurait jamais cru être un théâtre de confrontation. Il tenta de réajuster sa veste, mais son geste trahit son trouble. Il n'était pas habitué à ce genre de défaite. Il ouvrit la bouche, sans savoir quoi dire, puis la referma. Finalement, sans un mot de plus, il se détourna et se dirigea vers la sortie, le pas soudain moins assuré. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte sembla marquer la fin d'un acte. La porte se referma lentement derrière lui, et un souffle presque collectif traversa la pièce. Claire, elle, resta immobile quelques secondes, puis, comme si rien ne s'était passé, elle ramassa l'argent sur la table, vérifia rapidement la somme et retourna derrière le comptoir. Ses collègues la fixaient, certains bouche bée, d'autres simplement stupéfaits. Monique s'approcha d'elle, hésitante. « Claire, tu lui as répondu en anglais ?» Claire hocha simplement la tête. Elle n'ajouta rien. Il n'y avait rien à expliquer. Les mots avaient parlé pour elle. Monique posa une main légère sur son épaule, puis retourna à son poste sans commentaire. Le service reprit lentement, comme si chacun tentait de redonner au lieu son rythme normal. Mais quelque chose avait changé. Claire venait de montrer un visage inconnu, une force insoupçonnée. Ce jour-là, elle termina son service comme à l'accoutumée. Elle nettoya les tables, échangea quelques mots avec un client régulier, remplit les salières, mais partout où elle passait, les regards se posaient sur elle avec une nuance nouvelle. Non plus seulement celle d'une jeune femme gentille et efficace, mais celle d'une personne à part entière, avec une voix, une langue, une conscience aiguisée. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas insulté, elle avait simplement dit ce qu'il fallait, quand il fallait. Le soir venu, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le vestiaire, un de ses collègues s'approcha. « Tu savais qu'il t'avait insulté hier, en anglais ?» Claire le regarda puis acquiesça. Je l'ai compris dès la première phrase. Le jeune homme baissa les yeux, honteux de n'avoir rien vu, rien deviné. Claire posa une main sur son bras. Ce n'est pas grave. Il ne s'attendait pas à être compris. Et maintenant, il sait. Elle quitta le restaurant sans un mot de plus, le manteau serré autour d'elle, la tête droite. Paris était toujours humide, mais l'air semblait plus léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue. Pas pour son rôle, mais pour ce qu'elle était vraiment. Après cette phrase tranchante qui avait fait tomber le silence sur le restaurant, le climat avait radicalement changé. Même après le départ de Thomas Harrington, une forme de stupeur suspendue semblait flotter dans l'air. Les clients reprenaient peu à peu leur conversation, mais avec cette retenue qui suit les instants intenses, comme si chacun craignait que le moindre mot ne réveille la tension encore palpable. Les regards vers Claire se faisaient discrets, mais lourds d'une admiration muette, teintés d'un étonnement profond. Peu d'entre eux s'étaient attendus à ce qu'une simple serveuse réponde ainsi à un homme visiblement puissant, bien habillé, issu d'un tout autre monde. Claire, elle, ne cherchait ni reconnaissance ni applaudissements. Une fois que Thomas avait franchi la porte, elle avait repris son rôle comme si de rien n'était, effaçant la scène par une maîtrise calme, presque mécanique.
Elle débarrassait les tables, prenait de nouvelles commandes, nettoyait les verres. Son corps fonctionnait avec une précision rodée par des années de service. Mais à l'intérieur, son esprit n'était pas aussi calme. Elle revivait la scène en boucle, non pas pour se flatter, mais pour en analyser chaque détail. Elle n'avait pas prévu cette réaction, ni cette phrase. Elle avait simplement agi, répondu à une injustice flagrante avec les armes qu'elle avait forgées seule. En cuisine, les discussions avaient éclaté à voix basse. Certains collègues, qui n'avaient pas tout compris de l'échange en anglais, cherchaient à en savoir plus. Les versions se croisaient, les suppositions aussi. Monique, d'abord silencieuse, s'était isolée quelques minutes avant de revenir dans la salle avec son calme habituel. Elle n'avait rien dit directement à Claire, mais son regard portait un mélange de fierté discrète et de préoccupation prudente. Ce genre d'événement, bien qu'exceptionnel, pouvait entraîner des conséquences. Et si Thomas était réellement aussi influent qu'il en avait l'air, nul ne savait ce qu'il pourrait faire ensuite. Mais Thomas ne revint pas. Du moins, pas ce jour-là. Il avait quitté le restaurant rapidement, presque précipitamment, sans saluer, sans adresser un dernier mot. Ce départ silencieux avait été une autre forme de déclaration, un aveu de faiblesse que son orgueil n'aurait jamais laissé passer en d'autres circonstances. Ce silence, justement, fut le plus éloquent des signaux. Claire l'avait atteint, non pas par violence mais par vérité, et cela dans l'univers de Thomas valait bien pire qu'une attaque frontale. Plusieurs clients, au moment de régler leur addition, glissèrent à Monique ou à un autre serveur des remarques en anglais, en français, ou dans un mélange approximatif des deux. That was impressive. She's brave. Il l'a bien mérité, ce type. On dirait qu'il se croyait dans un palace. La jeune serveuse, là, elle devrait donner des cours de répartie. Ces phrases, souvent chuchotées, n'étaient pas destinées à Claire directement, mais elles circulaient dans l'espace comme des notes d'une partition souterraine. Claire en saisissait quelques-unes, en évitait d'autres, toujours concentrée sur ses tâches. Mais elle savait qu'un changement avait eu lieu, et ce changement n'était pas seulement dans le regard des autres, il était aussi en elle. En fin de service, alors que les derniers clients s'en allaient et que le soleil déclinait lentement derrière les nuages parisiens, Monique l'interpella doucement, près du bar. « Claire, tu as une minute ?» Elle hocha la tête et la suivit dans l'arrière-salle, là où l'on rangeait les fournitures et où le bruit du restaurant était atténué. Monique ferma la porte derrière elle. « Je ne vais pas te faire un discours, » commença-t-elle, les bras croisés. « Tu as été brillante, vraiment. Mais je veux que tu sois prudente. Ce genre d'homme, il n'a pas l'habitude qu'on lui tienne tête. Il pourrait revenir. Pas ici, pas physiquement, mais d'une autre manière. » Claire soutint son regard sans broncher. « Je ne regrette rien. Je sais, et tu n'as pas à le faire. Mais pense à toi, à ton avenir. Tu es plus qu'une serveuse, tu le sais mieux que personne. Ne laisse pas un conflit éclipser tout ce que tu construis. » Claire ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit simplement « Peut-être que ça a réveillé quelque chose chez lui, et chez moi aussi. » Monique ne posa pas plus de questions. Elle connaissait Claire suffisamment pour savoir que tout ce qu'elle faisait était mûrement réfléchi, même dans les moments de tension. Elle la laissa retourner à ses affaires, tandis qu'elle-même restait quelques instants encore dans la réserve, pensive. Ce soir-là, Claire rentra chez elle à pied, malgré la fatigue. Elle avait besoin de marcher, de sentir le froid lui piquer les joues, de retrouver un rythme personnel après une journée aussi dense. Sur le chemin, elle croisa les reflets tremblants des lampadaires sur la Seine, les bruits lointains des voitures, le murmure de la ville qui ne dort jamais vraiment. Elle pensait à sa mère, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour que Claire garde un minimum de stabilité. Elle pensa aux livres lus en cachette, aux exercices d'anglais griffonnés sur des carnets usés, aux heures passées à prononcer des mots qui semblaient, à l'époque, ne servir à rien de concret. Et pourtant, ce savoir-là, qu'elle avait construit seule, venait de lui offrir une forme de justice. Non pas une revanche, mais une affirmation. Elle était capable, digne, solide. Elle ne s'était pas contentée de survivre à une attaque. Elle l'avait renvoyée avec force et élégance, sans cri, sans insulte, juste en se tenant droite, fidèle à ce qu'elle était. Lorsqu'elle arriva chez elle, un petit studio au 5e étage d'un immeuble ancien, elle ôta ses chaussures, s'assit en silence sur le lit et ferma les yeux. Le visage de Thomas Harrington apparut un instant dans son esprit, surpris, presque désorienté. Puis il disparut. Elle n'avait pas besoin de lui pour la suite. Elle ne savait pas ce qui allait arriver.
Mais une chose était certaine, ce jour-là, elle n'avait pas été la fille invisible du restaurant. Elle avait été entendue, et cela, personne ne pourrait le lui enlever. 2 jours s'écoulèrent après l'incident qui avait brusquement éclipsé le rythme habituel du petit restaurant au bord de la Seine. Ces 48 heures furent marquées par une étrange sorte de normalité pour Claire. Elle continua de travailler comme à son habitude, notant les commandes, remplissant les verres d'eau, veillant à ce que chaque assiette parte en cuisine correctement. Pourtant, à chaque fois que la porte s'ouvrait, elle sentait sa respiration se suspendre une demi-seconde, comme si elle anticipait une silhouette reconnaissable. Mais aucun homme au costume parfaitement taillé ne franchit le seuil ce jour-là. Aucun regard ne se posa sur elle avec cette familiarité froide qu'elle avait connue. La vie du restaurant reprit son cours. Les habitués revenaient, les habituels dialogues, les plaisanteries banales, les sourires polis. Pourtant, au fond d'elle-même, Claire sentait une tension latente, comme une corde prête à vibrer. Elle ne savait pas encore pourquoi elle se sentait vigilante, ni si c'était la crainte d'une confrontation, ou plutôt la certitude que quelque chose de profond avait changé. Elle connaissait désormais le prix de sa propre voix, et cette réalisation ne pouvait plus être effacée. Elle n'en parla à personne, sauf peut-être à Monique qui, d'un regard, comprit que l'affaire n'était pas close. Mais Monique garda le silence, respectant la discrétion de Claire. Le 3e jour, à l'heure du déjeuner, la clochette de la porte tinta. Ce son familier fit sursauter brièvement les serveurs. Les regards se levèrent, habituels et attendus. Un client ordinaire, peut-être. Pourtant, il y avait quelque chose dans la démarche, une allure parfaitement droite, presque calculée, qui rompit aussitôt la routine. Quand l'homme leva les yeux, son regard se posa directement sur Claire, sans hésitation, sans détour. C'était lui, Thomas Harrington, l'homme au costume cher, celui dont le mépris 2 jours plus tôt avait secoué une partie du restaurant. Il entra lentement, chaque pas mesuré, comme s'il venait d'entrer sur une scène dont il était à la fois l'acteur principal et un spectateur attentif. Le murmure qui accompagna son arrivée fut subtil, mais suffisamment perceptible pour que l'atmosphère change. On perçut une curiosité mêlée d'interrogations timides. Certains clients se demandaient s'ils n'avaient pas déjà croisé cet homme. D'autres, probablement ceux qui avaient compris l'anglais lors de son précédent passage, échangèrent des regards discrets, comme si une suite inattendue s'annonçait. Thomas avança vers une table isolée, là où il avait déjà été assis 2 jours plus tôt. Il posa son manteau avec précision, évita soigneusement de croiser le regard de qui que ce soit, puis attendit, le dos droit, les mains posées sur la nappe immaculée. Claire se tenait derrière le comptoir, les bras légèrement croisés, attentive mais mesurée. Elle l'observa sans indulgence, sans hostilité visible, avec cette même expression professionnelle qui ne trahissait rien de ce qu'elle ressentait intérieurement. Il n'y avait ni arrogance ni humilité, juste une présence maîtrisée, calme mais ferme. Après un moment, il leva doucement la main pour attirer son attention. La tension dans la salle devint presque imperceptible, mais palpable. Chaque regard semblait chercher une interprétation, une indication de ce qui allait suivre. « Mademoiselle », dit-il en français, cette fois sans accent étranger trop marqué, mais avec une certaine lenteur mesurée, comme si chaque mot avait été pesé. « Je souhaiterais parler avec vous. » Son ton n'était pas celui de l'arrogance, ni celui de la supériorité. Il y avait une nuance d'hésitation, presque de vulnérabilité, qui n'avait aucune place dans le monde impitoyable dont il parlait si souvent. Les autres serveurs, intrigués mais respectueux, continuèrent leur travail, créant une bulle discrète autour de cette interaction. Claire le regarda droit dans les yeux, sans sourire, sans se détourner. Elle garda le silence quelques secondes, comme si elle laissait chaque mot mesurer son poids. Puis elle hocha lentement la tête et, avec une politesse professionnelle mais ferme, se dirigea vers la table. Le pas était lent, mesuré, sans précipitation. Elle s'arrêta juste à côté de la chaise de Thomas, carnet à la main, prête à noter une commande ou à écouter une requête. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, d'une voix claire, sans tremblement, sans émotion excessive. Thomas inspira profondément. Il sembla lutter un instant contre l'impulsivité qui, quelques jours plus tôt, l'avait poussé à prononcer des paroles irréfléchies. Il passa sa main dans ses cheveux châtains, puis dit doucement « Je souhaiterais m'excuser. Pour ce qui s'est passé l'autre jour, je n'ai pas été correct. Ce que j'ai dit était inapproprié, blessant, et je tiens à vous présenter mes regrets. » Le ton de sa voix était étrangement calme,
Son regard droit, sans la froideur habituelle des diplomates ou des hommes d'affaires habitués à lisser les conflits. Ce n'était pas une simple phrase de convenance. Il prononçait ces mots avec une sincérité encore inattendue. Claire le fixa sans détourner le regard. Elle attendit que ses paroles se terminent avant de répondre. Son expression resta neutre, mais pas fermée. « Vos mots ont été blessants », dit-elle simplement, sans agressivité. « Je ne demande pas que vous retiriez ce que vous avez pensé. Je demande seulement qu'à l'avenir, vous preniez conscience que chaque personne ici mérite d'être traitée avec respect, peu importe son rôle ou sa place dans la vie. » Thomas inclina légèrement la tête, comme pour accepter la gravité de ses paroles. Il ne répondit rien immédiatement, mais ses yeux trahissaient une forme d'attention nouvelle, plus attentive, plus humble. Puis il murmura « Je comprends, et je vous remercie de me le dire ainsi. » Il y eut un silence, non pas gêné, mais significatif, entre ces deux personnes dont les mondes semblaient avoir été opposés, puis rapprochés par un échange intense et inattendu. Les murmures autour se taisaient peu à peu, comme si personne ne voulait perturber ce moment délicat, presque solennel. Finalement, Thomas fit un geste presque imperceptible, invitant Claire à s'asseoir à la table avec lui. Elle hésita une fraction de seconde, puis, d'un signe discret, accepta de prendre place en face de lui. Ce geste simple, mais chargé de sens, marqua un tournant dans l'histoire qui venait de se dérouler ici. Les deux individus, si différents, se trouvèrent maintenant à une table, engagés dans une conversation qui promettait d'être plus qu'une simple excuse polie. Ce déjeuner, qui avait commencé comme une confrontation banale entre deux mondes opposés, s'ouvrait désormais sur une perspective nouvelle, inattendue, dont l'issue restait encore à écrire. Les regards autour, moins tendus maintenant, reflétaient une curiosité silencieuse, un intérêt soudain pour la suite d'une histoire qui dépassait largement le cadre du simple service d'un plat ou de la tenue immaculée d'un restaurant au bord du fleuve. Chez Claire, une attention nouvelle se formait, une impression qu'après la tension, quelque chose d'inattendu mais peut-être significatif était en train de naître. Et dans ce silence qui n'appartenait qu'à eux, une page venait de se tourner, prête à être lue. Le café refroidissait lentement dans les tasses posées entre Claire et Thomas, mais ni l'un ni l'autre ne semblait pressé de rompre le silence qui s'était installé entre eux. La salle, bien que toujours active, semblait s'être éloignée d'eux comme un décor devenu flou, comme si cet instant n'appartenait qu'à eux deux. Claire, adossée légèrement à sa chaise, observait Thomas avec prudence. Son regard n'était ni dur ni méfiant, mais il restait vigilant. Elle ne savait pas encore ce que cet homme, dont l'arrogance avait marqué son entrée dans sa vie, cherchait désormais. Pourtant, elle ne ressentait plus de menace. Ce qu'elle percevait maintenant, c'était une sorte de trouble chez lui, un déséquilibre discret dans une mécanique jusqu'alors parfaitement huilée. Thomas, quant à lui, n'évitait pas son regard. Il soutenait l'échange avec une intensité presque inhabituelle, comme s'il cherchait à convaincre sans brusquer, à exposer une pensée qu'il n'avait pas l'habitude de partager. Après un moment, il rompit enfin le silence, posant ses coudes sur la table, les mains croisées devant lui. « Vous devez vous demander pourquoi je suis revenu, dit-il, et pourquoi j'ai insisté pour vous parler. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta d'incliner légèrement la tête, l'invitant à continuer. Elle n'était pas là pour le guider, mais elle était prête à écouter. « La vérité, poursuivit-il, c'est que j'ai rarement été remis à ma place de cette manière. Ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, m'a forcé à réfléchir. Je me suis entendu à travers vos mots, et je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Ce n'était pas une simple erreur, c'était un miroir. » Claire haussa légèrement les sourcils. Elle s'attendait à des excuses, à une justification peut-être, mais pas à cette forme de lucidité. « Vous savez, reprit Thomas, je travaille dans un domaine où l'on évalue les potentiels. Je recrute, je repère les talents, je les accompagne, je les place dans les structures où ils pourront prospérer. L'éducation, la formation, le mentorat, c'est mon cœur de métier. Et pourtant, je suis passé à côté de vous. Non, pire, je vous ai méprisé. Simplement parce que vous portiez un tablier, parce que vous étiez dans un rôle que j'ai jugé inférieur. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec soin. Claire, toujours immobile, le laissait dérouler son propos, le regard rivé sur lui, attentive à la moindre nuance. « J'ai passé 2 jours à y penser, » avoua-t-il. « Et j'ai compris que je voulais faire quelque chose, non pas pour me racheter, mais parce que ce serait juste.
Vous avez une intelligence évidente, une maîtrise de l'anglais impressionnante, une force tranquille que beaucoup envieraient. Ce n'est pas à moi de décider de ce que vous devriez faire de votre vie, mais... Il sortit alors une carte de visite de sa poche, la glissa doucement sur la table, sans théâtralité. Claire baissa les yeux sur le morceau de carton. Le nom de Thomas y figurait en lettres sobres, suivi du titre « Partenaire associé, Harrington Capital, éducation et investissements humains ». Ce n'est pas une offre d'emploi, précisa-t-il rapidement. C'est une opportunité. Mon entreprise finance des programmes éducatifs, des bourses d'études, des stages à l'étranger. Nous avons des partenariats avec plusieurs universités et écoles spécialisées. Je ne vous promets rien, mais si vous le souhaitez, je peux vous présenter à certains de nos partenaires. Vous avez des qualités qui, à mon avis, méritent d'être soutenues. Et j'aimerais participer, d'une manière ou d'une autre, à cette trajectoire que vous êtes déjà en train de tracer. Claire sentit une résistance instinctive se manifester en elle. Elle avait appris à se méfier des gestes spectaculaires, des promesses habillées d'altruisme. Elle avait grandi dans un environnement où l'aide était souvent conditionnelle, intéressée ou éphémère. Mais elle entendait autre chose dans la voix de Thomas, une sincérité nouvelle, une forme de remise en question qu'elle n'avait jamais attendue de sa part. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. « Pourquoi cette offre maintenant ?» Il sourit, sans ironie. « Parce que j'ai passé ma vie à croire que je pouvais tout acheter. Et vous m'avez montré en quelques mots que certaines choses ont une valeur que je ne peux pas estimer, seulement respecter. Vous m'avez appris une leçon, et je ne veux pas qu'elle reste une simple anecdote. Je veux qu'elle ait une suite. » Claire prit la carte, la retourna entre ses doigts, pensant à tout ce que cette proposition impliquait. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non non plus. Elle savait qu'elle aurait besoin de réfléchir, de consulter sa mère peut-être, de peser le pour et le contre. Mais quelque chose s'était déjà ouvert en elle, une porte qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir franchir. « Et si je disais oui ?» demanda-t-elle. « Alors je ferai en sorte que vous ayez les moyens de faire vos choix, pas de décider à votre place, pas de tracer la route pour vous, juste de vous permettre d'envisager d'autres chemins. Des chemins qui ne partent pas toujours du bord du fleuve. » Un léger silence suivit. Puis Claire, avec un calme mesuré, reposa la carte sur la table. « Je vais y réfléchir. » Thomas hocha la tête, respectueux. « Prenez tout le temps nécessaire. Je ne suis pas pressé. » Il se leva ensuite sans geste brusque, remit son manteau et, avant de partir, se tourna une dernière fois vers elle. « Peu importe votre décision, merci de m'avoir écouté. Et merci de m'avoir remis à ma place. » Puis il sortit sans regarder en arrière. Cette fois, son départ ne fut pas une fuite, mais un acte sobre, presque humble. Claire resta assise un moment, seule à la table, son regard perdu dans le vide. Elle tenait toujours la carte entre ses doigts, comme si ce petit rectangle de papier contenait plus que des coordonnées. C'était peut-être le début d'autre chose, pas une chance offerte, une possibilité méritée, une voie nouvelle qu'elle seule déciderait d'emprunter, ou non. Le lendemain, Claire se leva plus tôt que d'habitude. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Toute la nuit, les paroles de Thomas tournaient dans sa tête, se mélangeant à des souvenirs anciens qu'elle pensait avoir enterrés. Les soirs d'hiver où elle étudiait l'anglais en murmurant, les cahiers tachés d'encre, les fiches cartonnées remplies de vocabulaire qu'elle cachait sous son lit. Elle se rappelait les moqueries d'anciens camarades, l'indifférence des professeurs, et surtout le regard de sa mère qui, chaque fois qu'elle la voyait étudier, semblait contenir à la fois de la fierté et une forme de crainte muette, celle de voir sa fille rêver plus haut que ce que la vie semblait permettre. Cette journée-là, Claire ne travailla pas. Monique, après avoir appris les circonstances, lui avait proposé spontanément de prendre un jour pour réfléchir. Elle accepta. Pas pour fuir, mais pour créer un espace entre ce qu'elle était en train de vivre et la routine à laquelle elle était habituée. Elle avait pris la carte de Thomas, l'avait posée sur sa table de chevet et s'était promis de ne rien précipiter. Mais à midi, après avoir relu pour la 10e fois le nom imprimé avec sobriété, elle décida de lui envoyer un message, court et direct. « Je suis disponible cet après-midi, si vous voulez vraiment parler. » La réponse fut immédiate. Une adresse près de la place Vendôme, un café discret à l'abri des rues touristiques. Claire s'y rendit à pied, traversant les boulevards, avec une sensation étrange, comme si elle franchissait une frontière invisible. Lorsqu'elle arriva, Thomas l'attendait déjà, assis en terrasse malgré le froid, protégé par un grand parasol chauffant.
Il s'était levé dès qu'il l'avait vue, lui avait proposé de s'asseoir puis avait commandé 2 thés, sans même lui demander ce qu'elle voulait. Elle aurait pu s'en offusquer, mais cette fois, c'était une maladresse sincère, presque touchante. « Merci d'être venu », dit-il en s'installant à nouveau. « Je ne savais pas si vous accepteriez. »« Je suis venu pour comprendre », répondit-elle. « Pas pour vous flatter. » Il sourit légèrement, acceptant sans broncher. « C'est une bonne raison. » Un silence confortable s'installa, puis Thomas reprit, cette fois avec une voix plus grave, plus lente. « J'ai grandi à Manchester dans un quartier ouvrier. Mon père travaillait à l'usine, ma mère faisait des ménages. On vivait à 5 dans un appartement de 2 pièces. Je n'ai jamais manqué de nourriture, mais j'ai vite compris que, pour m'en sortir, je devais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on respecterait. » Claire l'écoutait, immobile. Ce qu'elle entendait ne ressemblait en rien à l'image qu'elle s'était construite de lui. Cet homme sûr de lui, hautain, sûr de sa supériorité. Derrière cette façade, il y avait eu une autre vie, une existence faite de contraintes, de manques, de silence. « J'étais bon à l'école », poursuivit-il. « Trop bon. Les autres me méprisaient, se moquaient. J'ai appris à me taire, à cacher mes notes. Et puis j'ai eu une bourse. J'ai quitté ma ville. Oxford m'a accueilli comme un trophée, mais je ne m'y suis jamais senti chez moi. Alors j'ai changé de ton, de vêtements, de vocabulaire. J'ai inventé un personnage, celui que vous avez vu l'autre jour. » Claire baissa les yeux, pensive. Elle comprenait mieux maintenant. Cette arrogance n'était pas née d'un privilège héréditaire, mais d'une lutte constante contre l'humiliation, une défense contre le sentiment d'infériorité. « Et vous avez fini par croire à ce personnage », murmura-t-elle. « Exactement. Il m'a ouvert des portes, il m'a protégé, mais il m'a aussi isolé. J'ai perdu des amis, des gens que j'aimais, des liens qui manqueraient dans une forme de réalité. Et plus je réussissais, plus je m'éloignais de ce que j'étais au départ, jusqu'à oublier pourquoi j'avais commencé. Et moi, demanda-t-elle calmement, où est-ce que je rentre dans cette histoire ? Thomas soutint son regard avec une intensité nouvelle. Vous êtes arrivé comme une cassure. En un instant, vous avez détruit l'illusion que j'étais devenu intouchable. Vous n'avez pas crié, vous ne m'avez pas insulté. Vous m'avez vu, et ça m'a désarmé. Il se tut un moment, puis poursuivit. Je ne veux pas que vous pensiez que je vous propose une bourse ou un programme parce que je me sens coupable. Je vous le propose parce que je crois en votre potentiel, parce que j'ai vu ce que vous êtes capable de faire avec si peu. Et je me demande ce que vous pourriez accomplir si vous aviez enfin les moyens de vos ambitions. Claire sentit une émotion étrange monter en elle. Ce n'était ni de la reconnaissance, ni de la gratitude. C'était une forme de soulagement mêlé de lucidité. Elle comprenait maintenant que Thomas n'était pas seulement un homme à rééduquer. Il était aussi, à sa manière, un survivant. Et ce qu'il lui offrait n'était pas une faveur. C'était une passerelle. « Je ne sais pas encore ce que je vais décider, dit-elle. Mais je sais que, quoi qu'il arrive, je ne veux pas devenir ce personnage que vous avez inventé pour survivre. » Thomas hocha la tête. « C'est ce que j'espère aussi. » Ils restèrent encore un moment à parler de littérature, de voyage, de langue, de films, des sujets légers, mais qui permettèrent de construire une autre forme de lien, sans hiérarchie, sans masque. Lorsqu'ils se séparèrent, il ne lui donna aucun délai, aucune pression. Il se contenta de lui dire « Quelle que soit votre décision, je ne vous oublierai pas. » Et Claire, en repartant, sentit qu'elle venait de franchir un autre cap, non pas parce qu'un homme riche l'avait reconnue, mais parce qu'elle avait enfin compris d'où venait sa propre force, et qu'aucune proposition, si belle soit-elle, ne pourrait définir sa valeur. Seule, elle en avait le droit. Les semaines qui suivirent furent marquées par une activité intense, mais silencieuse. Claire, fidèle à sa méthode, ne partagea avec presque personne les détails de ce qui se préparait. Elle continua à travailler au restaurant, ponctuelle, efficace, toujours aussi discrète. Mais à l'arrière de son esprit, une nouvelle réalité prenait forme. Thomas, comme promis, avait activé ses réseaux. 2 semaines après leur dernier échange, Claire reçut un courriel officiel d'un institut de formation basé à Londres, spécialisé dans la linguistique et les technologies éducatives. Un contact direct de Thomas l'invitait à une série d'entretiens, en ligne d'abord, puis en personne. Il ne s'agissait pas d'une promesse de bourse, mais d'un véritable processus de sélection. Elle n'était pas seule en lice. D'autres candidats, venus de différents pays, figuraient parmi les postulants. Mais Claire, pour la première fois, ne se sentit pas inférieure. Elle avait sa place et elle était prête à la défendre.
Les entretiens en ligne se passèrent avec rigueur. Elle dut répondre à des questions techniques, démontrer ses compétences linguistiques, expliquer ses motivations et même improviser sur des sujets complexes. Chaque échange confirmait ce qu'elle savait déjà. Elle avait sa place dans cet univers. Elle maîtrisait l'anglais mieux que certains natifs, savait structurer ses idées avec clarté et surtout, elle parlait avec une passion authentique qui ne pouvait pas être simulée. Finalement, une convocation arriva pour un entretien final, cette fois en personne à Londres. Le billet d'avion fut envoyé, le logement prévu pour 2 nuits. Elle demanda à Monique quelques jours de congé. Sa patronne la prit dans ses bras sans rien dire de plus. Tout le monde au restaurant savait que quelque chose d'important se jouait, mais personne n'osa lui poser de questions. Claire fit ses bagages avec soin, glissant entre ses vêtements le carnet usé dans lequel elle avait noté, pendant des années, ses traductions, ses listes de vocabulaire, ses pensées en anglais. Ce carnet représentait tout son parcours, toute sa ténacité, silencieuse. À son arrivée à Londres, elle fut accueillie avec professionnalisme. Le campus de l'Institut était moderne, épuré, animé d'une énergie cosmopolite. Claire observa tout avec attention, mais sans se laisser impressionner. Elle connaissait sa valeur. L'entretien se déroula dans une salle vitrée, au sommet d'un des bâtiments. 3 membres du jury l'attendaient. Une femme d'âge mûr, spécialiste en linguistique appliquée, un jeune homme au ton précis, responsable du programme de bourse, et un 3e silencieux au début qui observait attentivement. Les premières questions furent classiques. Claire répondit avec calme et exactitude. Elle expliqua son parcours, son autodidaxie, son intérêt pour l'apprentissage des langues comme outil d'émancipation. Elle cita des ouvrages, des expériences et parla de son travail au restaurant comme d'un laboratoire humain. Tout se passait bien, jusqu'à ce que le 3e membre du jury prenne enfin la parole. Il avait un regard froid et un sourire figé. « Mademoiselle, commença-t-il, je dois vous poser une question plus personnelle. Comment pensez-vous pouvoir évoluer dans un environnement aussi exigeant, alors que vous avez travaillé toute votre vie dans un restaurant? Vous n'avez aucune référence académique classique, aucun diplôme supérieur. Vous ne pensez pas que cela pose un problème, malgré votre motivation évidente? » La question était brutale et volontairement provocatrice. Claire sentit une légère contraction dans son estomac, mais elle se redressa, posa les mains sur la table et répondit « Je pense que ce que j'ai fait sans diplôme, d'autres ne le feraient pas même avec les meilleures écoles. Apprendre seul une langue étrangère, travailler pour survivre, lire, traduire, progresser chaque jour sans structure ni soutien. Cela demande une discipline que peu de gens comprennent. Je ne suis pas ici malgré mon parcours. Je suis ici grâce à lui. » Le silence qui suivit fut long. Le responsable du programme hocha imperceptiblement la tête. La linguiste sourit avec retenue. Mais l'homme ne sembla pas convaincu. Il nota quelque chose dans son dossier et l'entretien se termina dans une tension maîtrisée. Le soir même, Claire regagna sa chambre d'hôtel avec une sensation mitigée. Elle avait tout donné, mais elle sentait que quelque chose, dans le regard de cet homme, pesait lourd. Il représentait cette part du système qui ne jugeait que sur les apparences, les parcours validés, les lignes sur un CV. Ce doute, elle le connaissait. Il avait été projeté sur elle toute sa vie, mais cette fois, elle décida de ne pas le laisser la ronger. Le lendemain, alors qu'elle attendait à l'aéroport pour rentrer à Paris, elle reçut un appel inattendu. Thomas. Il parlait vite, d'une voix tendue. « Claire, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je connais l'un des membres du jury. Celui qui vous a interrogé sur votre légitimité. Il a, disons, une vision étroite, et je suis furieux qu'il ait osé remettre en question ce que vous avez construit. Je m'y attendais, répondit-elle calmement. Ce n'est pas nouveau. Peut-être, mais cette fois ce n'est pas acceptable. Je vais m'en charger. Thomas, non. Je n'ai pas besoin d'être défendu. Pas comme ça. Je veux que ma place me soit donnée pour ce que je vaux, pas parce que vous êtes intervenu. Ce n'est pas de la pitié, Claire. C'est une question de justice et aussi de responsabilité. Je vous ai poussé à vous présenter. C'est à moi de faire en sorte que vous soyez traité équitablement. » Elle se tut. Elle comprenait son intention, mais elle savait aussi que son combat devait rester le sien. Finalement, elle dit « Alors défendez-moi, mais sans me protéger. Faites-le pour qu'il m'écoute vraiment. Pas pour me surélever, juste pour m'accorder la même chance que les autres. » Thomas comprit.
Il promit de contacter les bonnes personnes, de clarifier les choses, non pas en imposant une décision, mais en exposant les faits, en faisant valoir les compétences réelles de Claire, son travail, sa rigueur. 3 jours plus tard, Claire reçut un courriel. Le comité d'admission reconnaissait une erreur d'évaluation dans le processus. Le membre du jury concerné avait été retiré de la sélection finale. Et Claire était officiellement acceptée dans le programme, avec une bourse d'excellence attribuée pour son parcours atypique et son potentiel exceptionnel. Elle lut le message plusieurs fois. Puis, elle ferma l'ordinateur. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle se leva, enfila son manteau et sortit marcher sur les quais, là où tout avait commencé. Le fleuve glissait lentement, indifférent. Mais en elle, une certitude nouvelle venait de s'ancrer. Elle ne venait pas de quitter sa place. Elle venait enfin de la conquérir. L'annonce de l'acceptation de Claire au programme de formation à Londres aurait pu rester un événement personnel, une victoire discrète qu'elle aurait savourée seule, en silence. Mais les choses prirent une tournure inattendue, non pas à cause d'un communiqué officiel ou d'un article dans une revue spécialisée, mais à cause d'un événement survenu dans l'ombre de cette réussite, l'altercation entre Thomas et le membre du jury qui avait tenté de discréditer Claire. L'homme en question, bien connu dans certains cercles universitaires, avait eu une conversation tendue avec Thomas dans les bureaux de l'Institut. La discussion avait été filmée par inadvertance par un assistant qui testait un nouvel équipement audiovisuel dans la salle de réunion voisine. La scène n'était pas violente, mais d'une intensité rare. On y voyait Thomas, debout, visiblement agacé, expliquant avec fermeté que l'attitude du jury avait été non seulement condescendante, mais discriminatoire. Il rappelait que le rôle d'une institution éducative était de reconnaître les talents là où ils se manifestaient, même, et surtout, en dehors des parcours traditionnels. L'homme tentait de se défendre, mais ses arguments tombaient à plat. La vidéo fut d'abord partagée dans un cercle interne, puis, comme souvent, elle s'échappa. Un stagiaire la transmit à un ami, qui la publia anonymement sur une plateforme de partage. En quelques heures, elle fit le tour des réseaux sociaux. Et très vite, un élément attira l'attention générale, le nom de Claire. Dans sa tirade, Thomas mentionnait son prénom, décrivait son parcours, parlait d'elle avec une admiration non dissimulée. La transcription partielle de ses propos circula à grande vitesse. Les internautes commencèrent à chercher. Qui était cette jeune femme défendue avec tant de ferveur par un homme d'affaires influent? Il ne fallut pas longtemps avant qu'un journaliste indépendant retrouve la fameuse scène du restaurant parisien, racontée quelques jours auparavant par un client dans un blog de voyage. Ce billet, qui avait passé inaperçu jusque-là, décrivait avec précision l'affrontement verbal entre une serveuse française et un homme en costume lors d'un déjeuner tendu. L'auteur, témoin direct, parlait de l'élégance de la gifle verbale et de la dignité silencieuse d'une jeune femme qui avait su, en quelques mots, renverser une situation injuste. La connexion fut rapidement faite. Claire, la serveuse du bord de la Seine, était la même que celle évoquée dans la vidéo devenue virale. Des centaines de commentaires affluèrent, saluant son courage, sa maîtrise de l'anglais, son intelligence. Beaucoup s'étonnaient qu'une telle personne ait pu rester anonyme aussi longtemps. D'autres demandaient à en savoir plus sur elle. Et certains, enfin, commencèrent à relayer son histoire comme un symbole, celui d'une France silencieuse, invisible, mais brillante. Une France qui ne se plaignait pas, qui agissait, qui étudiait dans l'ombre, qui rêvait sans bruit. Les médias plus importants s'emparèrent alors du sujet, d'abord avec prudence, puis avec insistance. Le journal Le Monde publia un portrait sobre de Claire, accompagné d'une interview où elle racontait son apprentissage solitaire, son travail dans le restaurant et sa vision de l'éducation. Elle refusait les termes comme « miracle » ou « exception ». Elle parlait de travail, de persévérance, de discipline. Elle ne se présentait jamais en victime. Et c'est précisément cela qui força le respect. Des chaînes de télévision demandèrent des entretiens, que Claire refusa poliment. Elle ne voulait pas devenir une célébrité accidentelle. Elle voulait rester concentrée sur sa formation. Mais chaque jour, de nouveaux courriels arrivaient dans sa boîte. Des étudiants lui écrivaient pour lui dire qu'elle leur avait redonné espoir. Des professeurs proposèrent de l'accompagner dans ses recherches. Des associations demandèrent son avis sur des projets éducatifs.
Le plus étonnant fut sans doute l'attention que lui portèrent plusieurs institutions étrangères. Des universités canadiennes, des centres de recherche en Allemagne, des fondations culturelles au Japon. Toutes saluaient sa trajectoire. Certaines lui proposaient même des partenariats ou des échanges futurs. Et alors que tout semblait l'orienter vers une carrière internationale, Claire restait en retrait, observant ce tourbillon avec une lucidité froide. Elle en parla avec Thomas, un soir, lors d'un appel en visio. Il était, lui aussi, surpris de l'ampleur de la réaction publique. Mais il l'encouragea à garder le cap. « Tu sais, lui dit-il, tu viens de changer de statut. Avant, tu devais prouver ta valeur. Maintenant, ce sont les autres qui veulent s'en approcher. Et toi, tu penses que tout ça est justifié? Oui, parce que tu ne l'as pas cherché, parce que tu ne t'es pas mise en scène, tu es resté fidèle à toi-même. Et ça, les gens le sentent. » Claire remercia, mais resta prudente. Elle ne voulait pas que la viralité d'un moment efface la réalité de ses efforts. Elle savait combien les engouements étaient fugaces. Et surtout, elle refusait que son identité soit réduite à un exemple inspirant. Elle voulait avancer, concrètement, construire, transmettre, pas briller pour satisfaire les attentes de ceux qui l'observaient. Au restaurant, la nouvelle fit évidemment le tour de l'équipe. Certains clients commencèrent à venir uniquement pour la voir. D'autres demandaient à la prendre en photo, ce qu'elle refusait systématiquement. Monique installa un panneau discret à l'entrée. « Nous vous remercions de respecter la tranquillité de notre personnel. » Claire continua à servir, à nettoyer, à sourire, jusqu'au jour où elle annonça à Monique qu'elle allait arrêter. Pas pour fuir, mais pour se consacrer pleinement à ce qu'elle construisait. Monique, les larmes aux yeux, lui offrit un tablier neuf avec ses initiales brodées à la main. Un symbole, un rappel, que même si elle partait loin, elle resterait toujours un peu la jeune femme du bord de la Seine, celle qui avait fait taire un millionnaire d'un seul mot et qui, sans le vouloir, avait réveillé toute une société. Tout semblait indiquer que Claire allait partir. Les portes qui s'ouvraient devant elle, les propositions de programmes à l'étranger, les fondations prêtes à financer ses études, les médias qui continuaient à faire de son nom un emblème de la méritocratie, tout la poussait vers l'extérieur. Quitter Paris, quitter le bord du fleuve, quitter sa vie modeste pour rejoindre une trajectoire que beaucoup qualifieraient d'inévitable. Mais elle, justement, commença à se méfier de cette logique qu'on voulait lui imposer comme une évidence. Plus les sollicitations se multipliaient, plus elle ressentait un besoin urgent de silence, de recul, d'ancrage. Elle avait été invisible pendant des années et en quelques semaines, elle était devenue le symbole d'un combat qu'elle n'avait jamais formulé ainsi. On la citait, on l'interprétait, on construisait autour de son nom des narrations qui la dépassaient. Claire n'était pas contre le fait d'inspirer les autres. Elle comprenait les faits de son histoire. Mais ce qu'elle refusait, c'était de devenir une image sans substance, une projection façonnée par les attentes collectives. Elle voulait rester fidèle à elle-même, à ses méthodes, à sa lenteur, à sa rigueur artisanale. Les grandes écoles, les grandes scènes, les institutions de prestige, rien de tout cela ne l'attirait réellement si cela signifiait trahir le sens profond de son parcours. C'est donc, dans cette réflexion, qu'elle prit une décision inattendue. Elle appela Thomas un dimanche matin. Il était à Berlin pour une conférence, mais il prit l'appel immédiatement. Elle parla d'un ton calme, posé, mais ferme. « J'ai pris ma décision. Je vais rester en France. Je ne partirai pas à Londres, ni ailleurs. Pas maintenant. » Un silence suivit, mais Thomas ne sembla pas surpris. Il l'écouta sans l'interrompre. « Tu es sûr ?» demanda-t-il simplement. « Oui. Je veux utiliser cette attention pour construire quelque chose ici. Là où j'ai appris, là où j'ai grandi, là où j'ai été ignoré pendant si longtemps. Si je pars, je deviens un exemple isolé. Si je reste, je peux créer un chemin pour d'autres. » Thomas inspira lentement. « Et tu sais déjà ce que tu veux faire ? » ?»« Oui. Je veux créer un programme pour aider des jeunes comme moi, qui n'ont pas eu accès aux écoles, mais qui ont la volonté. Je veux leur apprendre des langues, gratuitement, avec des outils accessibles. Je veux qu'ils n'aient pas besoin d'attendre une bourse ou un miracle pour rêver plus loin. » Elle avait pensé à tout. Elle avait rencontré une association locale, discuté avec des enseignants, évalué des locaux disponibles dans un quartier périphérique. Elle savait qu'elle aurait besoin de soutien, mais aussi qu'elle voulait garder le contrôle du projet. Ne pas dépendre d'un mécène, ne pas transformer son initiative en vitrine pour investisseurs.
Elle voulait quelque chose de vrai, de durable, de proche des réalités qu'elle connaissait. Thomas ne chercha pas à la convaincre de changer d'avis. Il proposa immédiatement son aide financière, mais sous ses conditions à elle, pas de retour médiatique, pas de nom affiché. Juste un soutien discret et constant. Il lui demanda un plan, un budget, un calendrier. Elle envoya tout cela dans la semaine. Le ton de leurs échanges était devenu plus égal, plus complice aussi. Thomas comprenait désormais qu'il ne s'agissait pas d'une revanche sociale. Il s'agissait d'une réponse. Claire n'avait pas besoin d'échapper à son passé. Elle voulait l'honorer. Le projet prit forme rapidement. Le lieu choisi était un ancien centre culturel désaffecté, situé non loin du périphérique parisien, dans une zone souvent délaissée par les politiques publiques. Claire le rénova avec l'aide de bénévoles, de professeurs retraités, d'étudiants engagés. Elle lança un appel à dons de livres, à contributions numériques, à partenariats pédagogiques. Tout se fit à une échelle modeste, mais avec une énergie constante. Elle créa une structure associative, rédigea les statuts, déposa les documents officiels. Elle refusa les caméras, les invitations aux plateaux télévisés, les articles sensationnalistes. Elle ne voulait pas que son initiative soit diluée dans l'émotion. Elle voulait qu'on respecte le travail. Lors de l'inauguration, elle invita ses anciens collègues du restaurant. Monique fut présente, fière, émue, touchant les murs encore frais de peinture comme s'ils portaient les traces de Claire enfant. Les premiers ateliers commencèrent la semaine suivante. Les jeunes venèrent de tous horizons. Lycéens décrocheurs, travailleurs précaires, mères célibataires, migrants. Chacun avec son histoire. Claire animait les cours elle-même, souvent en soirée après avoir géré l'administration de la journée. Elle ne comptait pas ses heures. Elle n'en parlait à personne, mais elle dormait parfois sur un vieux matelas installé dans une salle arrière, les nuits où le dernier train était passé. Ce que Claire bâtissait n'était pas un centre prestigieux, c'était un espace de passage, un lieu où l'on apprenait à se voir autrement, à rêver dans une langue étrangère pour mieux se réapproprier la sienne. Elle utilisait des extraits de romans, des films, des podcasts. Elle mélangeait les accents, les références, les expériences. Elle ne voulait pas former des experts. Elle voulait former des personnes capables de se projeter. Thomas, fidèle à sa promesse, visitait parfois les lieux en toute discrétion. Il assistait à un cours, s'asseyait au fond d'une salle, écoutait les échanges, les hésitations, les progrès. Il ne disait rien, mais à chaque fois, en sortant, il appelait Claire. « Ce que tu fais là, c'est plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. »« C'est modeste, » répondait-elle. « Non, c'est juste. » Le projet gagna peu à peu en reconnaissance. Pas dans les grandes sphères, mais dans le tissu local, dans les écoles voisines, dans les réseaux d'enseignants, dans les familles. Les gens venaient, proposaient leur aide, apportaient des dictionnaires, des ordinateurs, du temps. Claire refusait les structures qui diluaient la mission dans les bilans comptables. Elle ne voulait pas d'expansion à tout prix. Elle voulait de la constance. Sa décision de rester en France fut analysée, commentée, parfois critiquée. Certains la disaient frileuse, d'autres visionnaire. Elle n'y prêtait pas attention. Elle avançait, lentement, solidement, à contre-courant du spectaculaire. Elle avait compris que son histoire n'avait jamais été faite pour être exportée. Elle avait été construite ici, à Paris, sur les bords de la Seine. Et c'était ici, désormais, qu'elle voulait semer, pour que d'autres, un jour, puissent te pousser là où, hier encore, on ne les voyait pas. Les années passèrent, et Claire n'était plus une figure émergente, ni un phénomène médiatique oublié. Elle était devenue une présence stable dans le paysage éducatif local, une actrice discrète mais déterminée d'un changement réel. Le centre qu'elle avait fondé, d'abord perçu comme une initiative isolée, était devenu un lieu de référence. Non pas pour son envergure ou son rayonnement international, mais pour sa constance, son impact humain, sa méthode unique d'accompagnement. Installé dans un ancien entrepôt rénové avec soin, le centre accueillait chaque semaine des dizaines de jeunes, de femmes, d'hommes en reconversion, tous porteurs d'un même besoin: apprendre, comprendre, évoluer, reprendre confiance. Le nom officiel du lieu était sobre: Atelier Langues et Vie. Mais dans le quartier, tout le monde disait simplement chez Claire. Un lieu où les règles étaient de Claire. Respect, silence pendant les exercices, entraide systématique et aucun jugement. Des sessions de conversation en anglais, en espagnol, parfois en arabe ou en italien, étaient animées par des bénévoles venus de tous horizons.
Claire elle-même continuait à enseigner au moins 3 fois par semaine, malgré les nombreuses tâches administratives qu'elle devait gérer. Elle refusait de devenir une simple directrice invisible. Elle voulait garder le contact avec ceux qu'elle accueillait, se souvenir des prénoms, des accents, des hésitations, des progrès. Certains de ses anciens apprenants étaient revenus après avoir décroché un emploi, terminé un diplôme ou lancé une activité. Ils proposaient des cours à leur tour, créant une chaîne d'apprentissage circulaire, solidaire. D'autres étaient répartis à l'étranger grâce aux bases linguistiques acquises chez Claire. Plusieurs institutions avaient tenté d'intégrer l'initiative dans des programmes plus larges, avec financement conditionné, visibilité, logos officiels. Elle avait décliné. Elle acceptait les aides ponctuelles, les subventions sans contrepartie, les dons anonymes. Mais elle refusait que sa mission soit diluée dans une logique de performance. Ce qu'elle construisait n'était pas une vitrine. C'était une continuité. Le bâtiment surplombait une portion tranquille de la Seine. Chaque matin, en arrivant, Claire s'arrêtait quelques minutes pour observer le fleuve. Elle le connaissait par cœur. Le courant, les reflets changeants, les péniches lentes, les passants pressés. Elle y retrouvait une forme de constance, un rappel de ses débuts. Non loin de là, le restaurant où elle avait travaillé existait encore. Monique avait pris sa retraite, mais passait souvent boire un café dans la salle du centre, saluant les nouveaux avec un mélange de tendresse et de curiosité. Un mur du bâtiment avait été peint par un groupe d'artistes du quartier. On y voyait un livre ouvert, d'où s'échappaient des lettres multilingues, s'envolant vers le ciel. Ce n'était pas un portrait de Claire, mais tout le monde savait que c'était pour elle. Elle l'avait accepté avec humilité, mais sans discours. Elle n'aimait pas les cérémonies. Elle préférait les gestes. Thomas, lui, avait gardé sa promesse. Il continuait de soutenir financièrement le centre de manière régulière, sans jamais imposer ses idées. Il venait parfois à Paris, s'installait au fond de la salle, écoutait une séance, puis partait après un rapide salut. Sa relation avec Claire avait évolué. Une amitié profonde, marquée par un respect mutuel et une transparence sans détour. Il avait cessé de porter des masques. Il ne cherchait plus à impressionner. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Lors d'un de ses passages, il proposa à Claire d'ouvrir une antenne à Londres. Elle refusa, une fois de plus, mais cette fois en expliquant « Ce que je fais ici fonctionne parce que c'est ici. Chaque mot, chaque geste, chaque silence a un sens dans ce contexte. Le copier ailleurs, ce serait en perdre la substance. Si d'autres veulent s'en inspirer, qu'ils viennent, qu'ils observent, comprennent, adaptent. Mais moi, je reste. » Thomas comprit. Il ne proposa plus. Mais il parla souvent d'elle dans ses conférences, comme d'un exemple de ce que peut produire l'écoute réelle, la transmission patiente, la construction lente. Il n'exagérait rien. Il citait ses phrases, ses méthodes, ses refus. Il en faisait une référence. Un jour, une ancienne élève demanda à Claire pourquoi elle n'avait jamais quitté Paris malgré toutes les offres qu'elle avait reçues. Claire répondit sans hésitation « Parce que c'est ici qu'on m'a fait croire que je ne valais rien, et c'est ici que je veux prouver le contraire. Pas pour moi, pour ceux qui viendront après. » Le centre organisa une rencontre annuelle où les anciens élèves étaient invités à raconter leur parcours. Pas sur scène, pas devant des foules, juste dans une salle simple avec du thé, des biscuits et une écoute réelle. Ce jour-là, Claire s'asseyait toujours au fond, carnet à la main, notant des idées, des impressions, des pistes pour améliorer les programmes. Elle ne parlait que si on lui demandait. Elle ne voulait pas que le centre devienne un monument. Elle voulait qu'il reste un outil. Les années passèrent, mais son engagement ne faiblit pas. Elle refusait de voir son travail comme un accomplissement. Pour elle, ce n'était jamais fait. C'était en cours. Chaque personne qui franchissait la porte du centre portait un monde en elle. Un monde qu'elle ne prétendait pas sauver, mais qu'elle voulait simplement accompagner dans son déploiement. Un soir d'hiver, alors qu'elle fermait les volets du bâtiment, Claire observa la scène, calme, presque noire sous le ciel lourd. Elle pensa à son premier jour de travail au restaurant, à Thomas, aux mots qu'il avait dits, à ceux qu'elle avait rendus. Elle pensa à sa mère, aux livres qu'elle avait volés dans les marchés, aux heures passées à répéter en silence. Elle pensa surtout à tout ce qu'elle n'aurait jamais pu prévoir et à tout ce qu'elle avait, malgré tout, construit. Elle éteignit la lumière, verrouilla la porte et descendit lentement les marches. Le fleuve continuait de couler, imperturbable. Mais dans ce quartier, à cet instant précis, il portait une histoire.
la sienne. Celle d'un combat sans cri, d'une dignité sans drapeau, d'un projet sans éclat artificiel. Un nouveau chapitre commençait, non pas ailleurs, mais là même où tout avait commencé, sur la rive silencieuse de la Seine.